Je m'appelle Hélène et j'ai 32 ans. Samedi dernier, je me tenais au milieu de la fête de départ à la retraite de mon père, dans le country club le plus huppé de la ville, entouré de 200 des personnes les plus influentes de la région. Tout le monde était sur son 31, vêtu de robes de créateur et de costumes coûteux, tandis que je portais une simple robe noire qui me donnait soudain l'impression d'être sous un projecteur. Mon père venait de finir de remercier tout le monde pour son soutien au cours de ses 40 ans de carrière. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Les mots qui sont sortis de sa bouche allaient tout changer entre nous, pour toujours. Alors que je me tenais là, ma coupe de champagne à la main, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible après ce que j'étais sur le point de faire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous parle de ma famille. Les Dubois sont un nom important dans notre ville depuis 3 générations. Mon grand-père a posé les fondations avec une petite entreprise de construction qui est devenue un empire immobilier. Mon père, Robert, a eu 65 ans cette année et a passé toute sa carrière en tant que PDG de Dubois Développement, l'une des plus grandes entreprises de BTP de la région. Ma mère, Marguerite, a 62 ans et a consacré sa vie à être la parfaite femme du monde. Elle préside 3 associations caritatives différentes et organise des dîners qui font l'objet d'articles dans les chroniques mondaines. Et puis, il y a mon frère aîné, Michel, qui a 35 ans et qui est tout ce que mes parents ont toujours rêvé. Il est diplômé avec mention de HEC, a travaillé dans le plus prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville pendant 10 ans et est récemment devenu associé. Michel a toujours été l'enfant prodige, celui qui reprendrait sans heurts l'entreprise familiale lorsque papa se retirerait. Il a épousé son amour de fac, Isabelle, il y a 2 ans, et ils vivent dans une magnifique demeure, à seulement 10 minutes de la maison de notre enfance. Et puis, il y a moi. Dès que j'ai pu tenir un crayon, je dessinais. Pendant que Michel jouait avec des camions et parlait de construire des gratte-ciels, je passais des heures à esquisser les fleurs de notre jardin ou à concevoir des maisons imaginaires qui ne ressemblaient en rien aux bâtiments pratiques et rentables que notre famille construisait. Quand les autres enfants de mon âge apprenaient à faire du sport ou à jouer du piano, je suppliais pour avoir des cours de dessin. Mes parents ont accepté à contre-cœur, pensant que ce n'était qu'une phase qui me passerait. Mais elle ne m'est jamais passée. Au lycée, alors que Michel était délégué des élèves et capitaine de l'équipe de débat, j'étais la fille silencieuse dans le coin de la salle d'art plastique, travaillant sur mes peintures jusqu'à ce que le concierge doive me mettre dehors. Ma conseillère d'orientation m'a suggéré de postuler dans des écoles d'art, mais mes parents ont clairement fait savoir que ce n'était pas une option. Ils s'attendaient à ce que j'étudie le commerce ou le droit, quelque chose de pratique qui profiterait à l'entreprise familiale. La dispute a commencé quand j'avais 17 ans. Je voulais me spécialiser en design graphique à l'université de la ville, et ils voulaient que j'étudie l'administration des affaires. Après des mois de dispute, nous sommes parvenus à un compromis. Je pouvais prendre une mineure en art tant que ma majeure était le marketing. Ils pensaient que le marketing était suffisamment proche du domaine créatif pour me satisfaire tout en restant utile pour l'entreprise. L'université a été la première fois où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mes cours de marketing étaient tolérables, mais c'est dans mes cours d'art et de design je prenais vie. Je passais chaque instant libre dans la salle informatique à apprendre Photoshop et Illustrator, créant des designs que mes professeurs disaient très prometteurs. Pendant ma 3e année, j'ai commencé à prendre des contrats de design graphique en freelance pour payer mon matériel d'art. Ce qui n'était au départ que de l'argent de poche est rapidement devenu quelque chose de plus important. Après mon diplôme, mes parents s'attendaient à ce que je vienne travailler immédiatement pour Dubois Développement. Au lieu de cela, je leur ai dit que je voulais poursuivre une carrière professionnelle dans le design graphique.
La déception dans leurs yeux était dévastatrice. Mais je ne pouvais pas me forcer à m'asseoir dans un bureau d'entreprise pour vendre des bâtiments pour lesquels je n'avais aucune passion. Ils m'ont donné 1 an pour me calmer avant de rejoindre l'entreprise familiale. Cette année s'est transformée en Enthusiasm. J'ai bâti une entreprise de design graphique freelance prospère, travaillant avec des petites entreprises, des associations à but non lucratif et des startups. Je ne gagnais pas l'argent de Dubois Développement, mais je payais mes factures et faisais un travail qui me donnait un but. Mes parents le toléraient, me présentant toujours lors des événements mondains comme leur fille qui fait un peu d'art à côté. Ils continuaient d'espérer que je finirais par reprendre mes esprits et rejoindre l'entreprise familiale. La tension dans notre famille était toujours là, juste sous la surface. Les dîners dominicaux chez mes parents étaient devenus des exercices de conversation diplomatique. Michel parlait de ses derniers dossiers et de ses acquisitions commerciales, tandis que je restais assise en silence, sachant que toute mention de mon travail serait accueillie par des sourires polis mais dédaigneux. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, quelqu'un qui ne correspondait pas tout à fait au moule qu'ils avaient créé pour l'héritage des Dubois. 3 mois avant la fête de départ, en retraite de papa, tout a basculé. Il a convoqué une réunion de famille à la maison, chose qu'il ne faisait que pour les annonces majeures. Michel et moi étions assis dans le bureau de papa, entourés de récompenses et de photos documentant sa brillante carrière, pendant que maman servait le café dans sa plus belle porcelaine. Papa s'est éclairci la gorge et a annoncé qu'il prenait officiellement sa retraite à la fin de l'année. Le plan de transition était simple. Michel prendrait la relève en tant que PDG de Dubois Développement et le conseil d'administration avait déjà approuvé la succession. Mais ensuite, papa s'est tourné vers moi avec ce qu'il a appelé une opportunité passionnante. Il voulait que je rejoigne l'entreprise en tant que directrice marketing et communica. Pour superviser toute la publicité, l'image de marque et les relations publiques de l'entreprise. Le salaire qu'il offrait était plus du double de ce que je gagnais en freelance, plus des avantages, des options sur action et une voie claire pour diriger un jour toute cette division. C'était, objectivement, une offre incroyable. J'aurais dû être reconnaissante. J'aurais dû sauter sur l'occasion d'être enfin incluse dans l'entreprise familiale, d'une manière qui utilisait mes compétences. Mais assise dans ce fauteuil en cuir, regardant les visages expectatifs de ma famille, tout ce à quoi je pouvais penser était la liberté créative que je perdrais. Le marketing de Dubois Développement était conservateur, traditionnel, axé sur l'attrait de la richesse établie et des clients institutionnels. Il n'y aurait pas de place pour les designs innovants et colorés qui faisaient battre mon cœur. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Le visage de papa s'est immédiatement assombri. Du temps pour réfléchir à quoi, Hélène? C'est exactement ce vers quoi tu as travaillé. C'est du marketing, c'est créatif, et c'est une chance de contribuer enfin à ce que cette famille a bâti. J'ai essayé d'expliquer que mon travail de freelance était épanouissant, que j'avais des clients qui dépendaient de moi, que je n'étais pas sûre que la vie d'entreprise soit faite pour moi. Michel est intervenu, essayant de jouer les médiateurs, suggérant que nous pourrions structurer le poste pour permettre quelques projets extérieurs. Mais papa l'a interrompu. « Tu as eu 11 ans pour jouer à l'artiste », a-t-il dit, sa voix montant. « Il est temps de grandir et de prendre tes responsabilités. Cette famille t'a tout donné, et tu n'as rien apporté en retour. C'est ta chance de changer ça. » Le mot « rien » m'a frappé comme un coup. J'ai pensé à la campagne primée que j'avais créée pour la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants, à l'identité de marque que j'avais développée pour 3 associations différentes qui les avaient aidées à augmenter leurs dons de plus de 40%, aux petites entreprises que j'avais aidées à s'établir sur des marchés concurrentiels. Mais aux yeux de papa, rien de tout cela ne comptait, car cela ne profitait pas directement à Dubois Développement.
Je me suis levée, et je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter le poste. Le silence qui a suivi était assourdissant. La tasse de café de maman a cliqueté contre sa soucoupe alors qu'elle la posait. Michel fixait ses mains. Le visage de papa est passé par plusieurs nuances de rouge avant qu'il ne parle enfin. Tu fais une erreur, Hélène. Une erreur égoïste et à courte vue. Mais ne crois pas que tu pourras revenir en rampant quand ton petit passe-temps artistique ne paiera plus les factures. J'ai quitté cette réunion en me sentant plus isolée de ma famille que jamais. Les semaines suivantes, l'ambiance à la maison était différente quand je venais. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Mes parents étaient polis mais froids, me traitant comme une invitée plutôt que comme leur fille. Michel a essayé de combler le fossé, m'appelant régulièrement pour savoir si j'avais reconsidéré ma décision. Mais même ces tentatives de réconciliation ressemblaient à une pression pour que je me conforme. La planification de la fête de départ en retraite est devenue un symbole de mon statut d'outsider. Maman a impliqué Michel dans chaque décision, du choix du lieu à la sélection du menu. Quand j'ai proposé de concevoir les invitations, elle a poliment décliné, disant qu'ils avaient déjà engagé une agence professionnelle. On ne m'a pas demandé de faire un discours, je n'ai pas été incluse dans le comité d'organisation et je n'ai même pas été consultée sur la liste des invités. De SEM. Avant la fête, j'ai reçu mon invitation officielle par la poste. Elle était adressée à Mademoiselle Hélène Dubois, dans la même police impersonnelle utilisée pour tous les autres invités. Il n'y avait pas de mot personnel de maman, pas d'invitation à un dîner de famille, juste l'invitation standard avec les instructions pour le RSVP. J'ai failli ne pas y aller. J'ai passé plusieurs nuits à fixer cette invitation, me demandant si ma présence rendrait la soirée meilleure ou pire pour tout le monde. Mais quelque chose en moi refusait de les laisser me rayer complètement de leur vie. Malgré tout, c'était le départ en retraite de mon père, une étape importante de sa vie dont j'avais fait partie par proximité, sinon par choix. J'ai décidé d'y assister, en espérant que peut-être l'atmosphère de fête adoucirait les cœurs de chacun et que nous pourrions commencer à réparer les dégâts. Le matin de la fête, je suis restée plus d'1 heure devant ma penderie à essayer de décider quoi porter. Chaque robe semblait être une déclaration que je n'étais pas sûre de vouloir faire. Trop formelle, et j'aurais l'air d'essayer trop fort de m'intégrer. Trop décontractée, et je manquerais de respect à l'occasion. J'ai finalement opté pour une simple robe noire aux lignes épurées, élégante mais pas tape à l'œil, appropriée mais sans attirer l'attention. Le country club du Bois-Vert s'étendait sur 80 hectares de paysages parfaitement entretenus, avec un terrain de golf qui accueillait des tournois européens prestigieux et un clubhouse qui ressemblait à un manoir. Des voituriers en veste blanche prenaient les clés des invités arrivant en Mercedes, BMW et Tesla. J'ai conduit ma modeste Renault Clio, me sentant soudainement mal habillée malgré le soin apporté à ma tenue. À l'intérieur, la salle de bal principale avait été transformée en quelque chose digne d'un magazine. Des lustres en cristal. Elle projetait une lumière chaude sur des tables drapées de nappes blanches impeccables et ornées de centres de table floraux élaborés. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin, tandis que des serveurs en uniforme noir circulaient avec du champagne et des amuse-bouches sur des plateaux d'argent. Je reconnaissais la plupart des invités pour les avoir vus à de nombreux événements familiaux. Il y avait le juge Morrison, qui avait officié au mariage de Michel, la famille Hartwell, qui possédait la moitié de l'immobilier du centre-ville, des membres du conseil municipal, des présidents de banques et d'autres dirigeants d'entreprises de construction. C'étaient les gens qui avaient bâti la structure du pouvoir de notre ville, et ils semblaient tous savoir exactement où était leur place dans cette pièce. Mes parents se tenaient près de l'entrée, accueillant les invités avec des sourires exercés. Papa portait son plus beau smoking, celui qui, elle, réservait pour les occasions les plus importantes, tandis que maman était resplendissante dans une robe bleu marine
qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Ils étaient dans leur élément, acceptant gracieusement les félicitations et les vœux de l'élite de la ville. Quand je me suis approchée d'eux, leurs sourires sont devenus plus forcés. Ma maman m'a embrassée sur la joue et a complimenté ma robe, mais son regard n'a pas tout à fait croisé le mien. Papa m'a serré la main comme si j'étais une relation d'affaires plutôt que sa fille. La gêne était palpable, et je me suis rapidement excusée pour trouver ma table. Je n'ai pas été surprise de découvrir que j'avais été placée à la table 12, loin de la table d'honneur où mes parents et Michel seraient assis. Mes compagnons de table étaient assez agréables, principalement des associés de papa que j'avais rencontrés lors d'événements précédents. Mais la conversation semblait forcée. Ils posaient des questions polies sur mon travail, mais je sentais que c'était juste par courtoisie. Quand j'ai mentionné le design graphique, leurs yeux se sont voilés du même désintérêt poli que j'avais vu d'innombrables fois auparavant. Ma tante Suzanne, la sœur cadette de papa, m'a trouvée pendant le cocktail. Elle avait toujours été le membre le plus progressiste de la famille Dubois, ayant scandalisé tout le monde en devenant assistante sociale au lieu d'épouser un homme d'affaires prospère. « Tu es magnifique, ma chérie », m'a-t-elle dit en me faisant un câlin sincère. « Comment tu tiens le coup ?» J'appréciais son inquiétude, mais je n'étais pas prête à admettre à quel point je me sentais isolée. Nous avons discuté de son travail au foyer pour femmes victimes de violences et de mes derniers projets de design. Elle était l'un des rares membres de la famille qui semblait vraiment intéressé par ma carrière, posant des questions réflées, chiait sur mes clients et mon processus créatif. « Tu sais, » dit-elle doucement, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Ton père est fier de toi, même s'il ne sait pas comment le montrer. Toute cette histoire de retraite le rend émotif. Il a peur de lâcher le contrôle et il se défoule sur tout le monde autour de lui. » Je voulais la croire, mais le comportement récent de papa suggérait le contraire. Pourtant, j'appréciais la tentative de Suzanne de jeter des ponts, même si je n'étais pas convaincue de leur solidité. Pendant le dîner, j'observais ma famille de l'autre côté de la salle. Michel a prononcé un discours émouvant sur le mentorat de papa et l'héritage qu'il laissait derrière lui. Plusieurs partenaires commerciaux ont partagé des anecdotes sur l'intégrité et la vision de papa. Le maire lui a remis la clé de la ville, reconnaissant ses contributions à la croissance et au développement de la communauté. Pendant tout ce temps, papa rayonnait de fierté et de satisfaction. C'était sa soirée, l'aboutissement de décennies de travail acharné et de succès. Je me suis surprise à être sincèrement heureuse pour lui, malgré nos récents conflits. Quels que soient nos désaccords personnels, il avait bâti quelque chose d'impressionnant et de durable. Puis, ce fut au tour de papa de parler. Il s'est approché du podium avec l'assurance d'un homme qui avait passé 40 ans à diriger des conseils d'administration et des chantiers. Sa voix était forte et claire alors qu'il remerciait ses collègues, ses partenaires commerciaux et les dirigeants de la communauté qu'il avait soutenus tout au long de sa carrière. Il a parlé des bâtiments qui resteraient comme des monuments de son travail, des emplois qu'il avait créés et des projets qui avaient contribué à façonner l'horizon de notre ville. Il a remercié maman pour son soutien indéfectible et la manière élégante et dont elle avait représenté le nom Dubois dans les cercles mondains. Il a parlé avec éloge de Michel, le qualifiant d'avenir de Dubois Développement et exprimant une confiance totale dans sa capacité à diriger l'entreprise. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot de la réflexion de cet homme puissant sur l'œuvre de sa vie. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de la fierté pour ses réalisations, tempérée par la prise de conscience croissante que je pourrais ne pas être mentionnée du tout dans ce résumé de son héritage. Puis ses yeux m'ont trouvée de l'autre côté de la salle. La pause n'a duré que quelques secondes, mais elle a semblé une éternité. Je pouvais le voir peser ses mots, décider comment,
Aussi, il allait reconnaître ma présence. Toute la salle semblait sentir la tension, les conversations s'arrêtant, alors que les gens suivaient son regard jusqu'à ma table. Ce qui s'est passé ensuite allait se rejouer dans mon esprit, rit pendant des mois. La voix de papa a fendu le silence comme un couteau. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse. Mon fils Michel m'a rendu plus fier qu'aucun père n'a le droit de l'être. Il a fait une pause, ses yeux toujours fixés sur les miens. Mais ce soir, je veux aussi parler de ma fille, Hélène. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être que Suzanne avait raison. Peut-être qu'il allait surprendre tout le monde, y compris moi, avec des mots d'acceptation et d'amour. Tu es la plus grande honte de cette famille. Les mots ont frappé la pièce comme une force physique. Les conversations ne se sont pas seulement arrêtées, elles se sont évaporées. Le léger cliquetis des couverts contre la porcelaine a cessé complètement. Même le quatuor de jazz a semblé manquer une note. 200 des personnes les plus influentes de la ville se sont tournées sur leurs chaises pour me dévisager, certains nés avec choc, d'autres avec la curiosité morbide des témoins d'un accident de voiture. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que chaque regard dans la pièce se concentrait sur moi. À la table d'honneur, Michel était devenu blême, la bouche légèrement ouverte d'incrédulité. La main de maman était pressée contre sa poitrine, son visage un masque d'horreur face à l'humiliation publique que son mari venait de déchaîner. Mais papa n'avait pas fini. 11 ans, a-t-il continué, sa voix gagnant en force grâce à l'attention de la foule. 11 ans que j'attends que tu grandisses et que tu apportes quelque chose de significatif à cette famille. Au lieu de ça, tu perds ton temps avec des gribouillages et des jeux sur ordinateur, pendant que ton frère se construit une vraie carrière. Le silence dans la pièce était suffocant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles, alors que j'étais assise, figée sur ma chaise. Ce n'était plus un simple désaccord familial privé. Papa avait choisi de m'humilier devant toutes les personnes qui comptaient dans notre cercle social, s'assurant que ce moment serait chuchoté dans les salles à manger du country club pendant des mois. Une partie de moi voulait s'enfoncer dans le sol et disparaître. La honte était écrasante, une sensation de brûlure qui partait de ma poitrine et se propageait jusqu'à ce que tout mon corps ait l'impression d'être en feu. Mais alors que je regardais les visages qui me fixaient, certains apitoyés, certains critiques, d'autres simplement curieux de voir comment ce drame familial allait se dérouler, quelque chose d'autre a commencé à monter en moi. La colère. Une colère pure, nette, qui a traversé la honte et l'embarras, comme une épée à travers le brouillard. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblantes, mais ma résolution se cristallisait à chaque seconde. La coupe de champagne ma main semblait solide et réelle, une encre dans le cauchemar surréaliste que cette soirée était devenue. Chaque regard dans la pièce a suivi mon mouvement alors que je me redressais de toute ma hauteur. Ma robe noire me semblait soudain être une armure plutôt qu'un costume. « Parfait », ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. « Alors efface-moi aussi de ton testament. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Le visage de papa passa de triomphant à choqué en l'espace d'un battement de cœur. La coupe de champagne lui glissa des doigts, se brisant contre le sol en marbre du podium avec un bruit semblable à un coup de feu dans le silence. Des éclats de cristal se dispersèrent dans toutes les directions, et le liquide doré s'étala sur le marbre blanc comme un soleil renversé. Mais je n'avais pas fini. 11 ans de silence poli, de fierté ravalée, de prétention que mon travail n'avait pas d'importance. On dit, efferlé en un flot de mots que je ne m'étais jamais autorisée à prononcer. « Tu veux savoir ce que j'ai apporté à cette famille ?
J'ai apporté mon silence pendant que tu passais 11 ans à dire à qui voulait l'entendre que j'étais une ratée. J'ai apporté ma présence à chaque dîner de famille où tu as clairement montré que mon travail ne valait rien. J'ai apporté ma patience pendant que tu traitais ma carrière comme un hobby que j'aurais dû abandonner depuis longtemps. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les gens respirer. Le téléphone de quelqu'un vibrait sur une table quelque part, mais personne ne bougeait pour répondre. Toute l'attention était concentrée sur cette confrontation inattendue entre un père et sa fille. J'ai bâti une entreprise à partir de rien. Ai-je continué, ma voix se renforçant à chaque mot. J'ai gagné des prix pour mon travail. J'ai aidé des associations à but non lucratif à lever des centaines d'euros. Et milliers d'euros avec des campagnes que j'ai créées. J'ai donné à de petites entreprises l'image professionnelle dont elles avaient besoin pour concurrencer les grandes sociétés. Mais rien de tout cela ne compte pour toi, parce qu'il n'y a pas marqué « Dubois Développement » sur le papier à en tête. Michel a commencé à se lever, espérant probablement intervenir et sauver ce qui restait de la soirée. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. C'était mon moment, et j'allais le saisir. Tu sais quelle est la vraie honte? Ce n'est pas que j'ai choisi l'art plutôt que la construction, c'est que tu as passé toute ma vie d'adulte à essayer de me faire honte d'un travail qui m'apporte de la joie et qui aide d'autres personnes. C'est que tu préférerais avoir une fille malheureuse travaillant dans ton entreprise qu'une fille heureuse qui réussit par ses propres moyens. Papa a retrouvé sa voix, mais elle est sortie comme un croassement. Hélène, tu fais une scène. Je fais une scène? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Tu viens de traiter ta propre fille de honte devant 200 personnes et tu t'inquiètes que je fasse une scène? La foule était complètement captivée. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était du théâtre, brut et sans scénario, impossible à quitter des yeux. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, probablement pour enregistrer des vidéos qui seraient partagées dans des groupes de discussion avant la fin de la soirée. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, levant ma coupe de champagne comme si je portais un toast. Je vais sortir d'ici, et je vais bâtir l'agence de design la plus prospère que cette ville ait jamais vue. Et quand je le ferai, quand mon nom sera dans le journal pour toutes les bonnes raisons, souviens-toi que tu as eu la chance d'être fier de moi au lieu d'avoir honte de moi. J'ai vidé ma coupe de champagne un trait et l'ai posée sur la table avec un clic sec qui a semblé résonner dans le silence. Félicitations pour ta retraite, papa. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu mérites. Sur ce, je me suis dirigée vers la sortie, mes talons claquant sur le sol en marbre à un rythme régulier qui sonnait comme un compte à rebours. La foule s'est écartée comme la mer Rouge, créant un chemin dégagé vers la porte. Personne n'a parlé, personne n'a bougé pour m'arrêter. Même les serveurs s'étaient figés, leur plateau d'argent en équilibre dans leurs mains, alors qu'ils regardaient cette famille imploser en temps réel. Juste avant d'atteindre la porte, je me suis retournée une dernière fois. Papa était toujours debout au podium, semblant plus petit, d'une manière ou d'une autre, que quelques minutes auparavant. Maman avait le visage dans ses mains. Michel me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Oh, et encore une chose, ai-je lancé à travers la salle de bal silencieuse. Transmets mes salutations à l'agence de marketing que vous engagerez pour me remplacer. Puis, je suis sortie dans la nuit, laissant derrière moi 40 ans d'attente familiale et entrant dans quelque chose de complètement inconnu. Je ne me souviens pas du trajet en voiture pour rentrer. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être assise dans la cuisine de mon appartement à 2 heures du matin, portant toujours ma robe noire, fixant mon téléphone qui s'allumait appel après appel. Le nom de Michel apparaissait encore et encore sur l'écran, entrecoupé d'appels de diverses tantes, oncles et amis de la famille qui avaient été témoins de l'effondrement. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. L'adrénaline qui m'avait portée pendant ma confrontation avec papa s'estompait,
remplacé par un vide dans ma poitrine. Qu'avais-je fait? En l'espace de 5 minutes, j'avais essentiellement coupé les ponts avec toute ma famille de la manière la plus publique possible. Le lendemain matin, tout le monde dans notre cercle social connaîtrait le scandale de la famille Dubois. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, montrant ma boîte de réception remplie de notifications. Les nouvelles voyageaient vite dans notre monde connecté. Et plusieurs de mes clients actuels m'avaient déjà contacté après avoir vu des vidéos de l'incident sur les réseaux sociaux. Les images étaient granuleuses et le son n'était pas parfait, mais c'était assez clair pour comprendre les grandes lignes de ce qui s'était passé. Michel a continué d'appeler jusqu'à ce que je réponde finalement à 3 heures du matin. « Hélène, Dieu merci. Où es-tu? Tu vas bien? » Sa voix était tendue, épuisée. Je pouvais entendre Isabelle en arrière-plan demander si j'étais en sécurité. « Je vais bien, Michel. Je suis à la maison. »« Il faut on parle. Tout ça est allé trop loin, mais on peut arranger les choses. Papa était juste. »« Juste quoi ?» l'ai-je interrompu. « Juste dans une mauvaise soirée? Juste ému par sa retraite? Juste en train de m'appeler accidentellement une honte devant 200 personnes? » Michel a soupiré lourdement. « Il a eu tort, Hélène. Ce qu'il a dit était complètement déplacé, mais tu dois comprendre. Il est sous beaucoup de stress avec la transition, et il s'inquiète pour l'avenir de l'entreprise. »« Arrête !» l'ai-je encore coupé. « Arrête de lui trouver des excuses. Tu l'as fait toute notre vie, et j'en ai marre. » Papa a dit exactement ce qu'il voulait dire. Il pense que je suis une honte. Et honnêtement, Michel, peut-être qu'il a raison. Ne dis pas ça. Tu n'es pas une honte. Tu es talentueuse et tu as du succès. Du succès? J'ai ri amèrement. Selon qui? J'ai 32 ans, je loue un 2 pièces et je conduis une Peugeot 208 de 12 ans. Dans le monde de paix. Papa, dans le monde de notre famille, ce n'est pas le succès. C'est l'échec avec un diplôme universitaire. Nous avons parlé pendant une autre heure, Michel essayant de me convaincre de venir au dîner du dimanche pour que nous puissions tous discuter. Mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Papa avait tracé une ligne dans le sable, et non seulement je l'avais franchie, mais je l'avais complètement effacée. Les jours suivants, mon téléphone n'a cessé de sonner. Des journalistes du journal local voulaient m'interviewer sur l'incident de la famille Dubois. Des amis du lycée m'ont contacté après avoir vu les vidéos sur Facebook. Même des inconnus commentaient dans les articles sur l'histoire, débattant pour savoir si j'étais courageuse ou irrespectueuse. Mais ce sont les appels professionnels qui m'ont le plus surprise. 3 entreprises différentes m'ont contacté la première semaine pour me demander si j'étais disponible pour du conseil. Apparemment, ma prise de position publique contre la pression familiale avait trouvé un écho auprès d'autres entrepreneurs qui valorisaient l'indépendance plutôt que le conformisme. L'appel le plus intéressant est venu de David Moreau, le PDG de TechForward, une société de logiciels en pleine croissance qui essayait de percer sur le marché local. Il avait vu la couverture de la fête de papa et avait été impressionné par ce qu'il a appelé « ma passion authentique pour le travail créatif ». Je cherche un partenaire de design qui comprend ce que signifie construire quelque chose à partir de rien, a-t-il dit lors de notre conversation téléphonique. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques et qui n'essaiera pas de nous faire ressembler à toutes les autres entreprises technologiques du marché. Nous nous sommes rencontrés pour un café ce vendredi-là, et j'ai su en moins de 10 minutes que c'était l'opportunité. Et que j'attendais. David était jeune, ambitieux et complètement indifférent aux relations de la vieille bourgeoisie ou aux noms de famille. Il se souciait des résultats, de l'innovation et de la création de produits qui aidaient vraiment les gens.
Je veux vous offrir un contrat de 6 mois pour revoir toute notre identité de marque, a-t-il dit. Logo, site web, support marketing, tout. C'est un gros projet, plus grand que tout ce que vous avez probablement géré auparavant. Mais je pense que vous êtes prête. Le contrat qu'il proposait valait plus que ce que je gagnais habituellement en une année entière. C'était aussi le genre de défi créatif dont je rêvais. Travailler avec une entreprise qui voulait se démarquer plutôt que de se fondre dans la masse. J'ai signé le contrat cet après-midi-là. Pour la première fois depuis la fête de papa, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Ce n'était pas seulement un nouveau client, c'était la validation que mon travail avait de la valeur au-delà de l'opinion de ma famille. Quelqu'un était prêt à parier une somme d'argent importante sur ma capacité à fournir des résultats. Ce week-end-là, j'ai commencé à esquisser des idées pour la nouvelle identité de marque de Tech Forward. L'énergie créative qui avait été réprimée pendant des mois est revenue en force, et je me suis retrouvée à travailler jusqu'à 2 heures du matin, non pas parce que je le devais, mais parce que j'étais sincèrement passionnée par ce que je créais. Maman a appelé ce dimanche, sa voix prudente et formelle. « Hélène, je pense que nous devrions parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville, un terrain neutre où aucune de nous n'avait l'avantage du terrain. » Maman avait l'air fatiguée, plus âgée d'une certaine manière qu'une semaine auparavant. Le scandale avait laissé des traces sur toute la famille. « Ton père est désolé ?» a-t-elle dit sans préambule. Il sait qu'il a mal géré les choses. Est-ce qu'il est désolé? Ou est-ce que tu es désolé pour lui? Ai-je demandé. Le calme de maman s'est légèrement fissuré. Il est trop fier pour s'excuser directement, mais il est malheureux depuis la fête. Il ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. J'ai étudié le visage de ma mère, cherchant des signes de remords sincères plutôt que de gestion de crise. « Maman, étais-tu d'accord avec ce qu'il a dit ?» Elle est restée silencieuse un long moment, remuant son café avec une précision mécanique. « Je pense que ton père a des idées très arrêtées sur ce à quoi ressemble le succès, et ces idées ne laissent pas beaucoup de place à d'autres définitions. » Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était la chose la plus proche d'une critique de papa que j'avais jamais entendue de sa part. « J'ai eu un nouveau client cette semaine, » lui ai-je dit. « Un gros compte, qui va tout changer pour mon entreprise. » Elle a levé les yeux, surprise. « C'est merveilleux, ma chérie. » Quel genre d'entreprise? Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé de mon travail à ma mère sans me sentir sur la défensive ou obligée de m'excuser. J'ai expliqué le projet Tech Forward, les défis créatifs qu'il présentait, et ma vision pour leur nouvelle identité de marque. Elle a écouté sans l'expression vide que j'avais l'habitude de voir quand je parlais de ma carrière. « Tu as l'air heureuse ?» a-t-elle dit quand j'ai fini. « Je suis heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censée être. » Nous nous sommes quittés avec un câlin hésitant et la promesse de rester en contact. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. 6 mois plus tard, je me trouvais dans l'espace de bureau vide qui allait devenir havre créatif, mon propre studio de IGN. Le projet Tech Forward avait été un succès retentissant, menant à 3 autres contrats majeurs et à suffisamment de revenus pour faire le saut de la freelance à la gestion d'une véritable entreprise. L'espace était brut et industriel, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière naturelle. Cela ne ressemblait en rien au bureau d'entreprise poli où papa avait bâti son empire, et c'était exactement le but. Ce serait un lieu où la créativité s'épanouirait, où de jeunes designers pourraient prendre des risques et repousser les limites sans se soucier des attentes conservatrices des entreprises. Sarah Martin a été ma première embauche, une jeune diplômée d'école d'art, au talent incroyable et à l'enthousiasme contagieux. Elle me rappelait moi-même à cet âge, pleine d'idées et avide d'opportunités de faire ses preuves. Voir son visage s'illuminer lorsque je lui ai offert le poste,
C'était comme voir mon moi plus jeune obtenir la chance que j'avais toujours voulu. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, dit-elle en regardant l'espace vide. Il y a 6 mois, je servais des cafés en me demandant si j'utiliserais un jour mon diplôme. Maintenant, je vais travailler sur de vraies campagnes pour de vraies entreprises. Nous avons passé l'après-midi à planifier l'aménagement du bureau, à discuter des besoins en équipement et à réfléchir au type de culture d'entreprise que nous voulions créer. C'était l'opposé de tous les environnements d'entreprise que j'avais connus, basés sur la collaboration plutôt que la hiérarchie, l'innovation plutôt que la tradition. L'entreprise a grandi plus vite que prévu. 3 mois après l'ouverture d'Havre Créatif, nous avions 5 employés et une liste d'attente de clients potentiels. Le travail était diversifié et stimulant, allant des campagnes de collecte de fonds pour des associations ayant à but non lucratif au développement de l'image de marque de start-up technologiques, en passant par les identités visuelles de restaurants. Mais le projet dont j'étais la plus fière était notre travail pro bono avec le foyer pour femmes où tante Suzanne était bénévole. Leur support de communication obsolète limitait leurs efforts de collecte de fonds. Nous avons donc créé une refonte complète de leur image de marque qui les a aidés à augmenter leurs dons de 60% au premier trimestre. La reconnaissance a commencé modestement, avec des articles dans des magazines économiques locaux et des blogs de design. Mais quand Havre Créatif a remporté le prix régional de l'innovation pour les PME, l'histoire a fait la une de la section économique. L'article comprenait des citations de nos clients sur l'impact de notre travail sur leur succès. Papa a vu l'article. Je le savais parce que Michel me l'a dit lors d'un de nos cafés mensuels, qui était devenu notre façon de maintenir une relation malgré la tension familiale persistante. Il n'a pas dit grand-chose, a admis Michel en remuant du sucre dans son café crème. Mais il l'a lu 2 fois et l'a laissé sur son bureau pendant 1 semaine avant de le ranger. Je ne savais pas trop quoi en penser. Une partie de moi voulait l'approbation de papa, même après tout ce qui s'était passé. Mais une plus grande partie de moi n'avait plus besoin de sa validation pour se sentir accompli. « Comment se passe la transition pour lui ?» ai-je demandé. Michel a grimacé. « Pas très bien, honnêtement. Il a du mal à lâcher prise. Il m'appelle 3 fois par jour avec des suggestions et vient au bureau même s'il est censé être à la retraite. Maman est prête à l'envoyer en croisière, juste pour qu'il laisse tout le monde tranquille. » J'ai presque eu pitié de papa. Il avait passé 40 ans à être le centre de son propre univers, et soudain, cet univers continuait de fonctionner sans lui. C'était probablement la première fois dans sa vie d'adulte qu'il n'était pas essentiel au succès de quelque chose. La conversation a dérivé sur les propres difficultés de Michel en tant que dirigeant. Malgré son expertise juridique et son sens des affaires, il découvrait que gérer des personnes était entièrement différent de gérer des dossiers. Certains des employés de la vieille école de papa étaient réticents à son style de management plus collaboratif, tandis que les jeunes recrues trouvaient la culture d'entreprise trop rigide et traditionnelle. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit à la fête de départ, » m'a-t-il dit, à propos de construire quelque chose qui t'apporte de la joie. « Je suis bon dans ce travail, Hélène, mais je ne suis pas sûre qu'il m'apporte de la joie. » C'était la première fois que Michel admettait que l'entreprise familiale n'était peut-être pas sa véritable vocation. Nous avons parlé de ses centres d'intérêt en dehors du travail, de son amour secret pour la photographie et de son regret de n'avoir jamais voyagé avant de s'installer dans sa carrière prédéterminée. « Tu sais, il n'est pas trop tard pour faire des changements, » ai-je dit. « L'entreprise ne doit pas définir toute ta vie. » Il a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. « Facile à dire pour toi. Tu t'es déjà échappé. » Ce mot, « échappé », m'est resté en tête pendant des jours. Je n'avais jamais pensé à mon départ de l'entreprise familiale comme une évasion. Mais c'était peut-être exactement ça. J'avais échappé aux attentes étouffantes, aux critiques constantes et à l'obligation de m'insérer dans un moule qui n'avait jamais été conçu pour quelqu'un comme moi. Ma vie personnelle changeait aussi.
J'avais commencé à sortir avec Jacques, un photographe indépendant, spécialisé en photographie d'architecture. Il comprenait la vie créative d'une manière que mes précédents petits amis, pour la plupart de jeunes professionnels du cercle social de mes parents, n'avaient jamais comprise. Il ne se souciait pas des relations familiales ou du statut social. Il se souciait de la qualité de la lumière dans une pièce et de l'histoire que les bâtiments racontaient sur les gens qui les utilisaient. Notre relation s'est développée lentement et naturellement, basée sur des intérêts communs et un respect mutuel, plutôt que sur une compatibilité sociale. Il adorait entendre parler de mes projets de design et proposait souvent de collaborer sur des présentations ou des propositions clients. Pour la première fois de ma vie, j'étais avec quelqu'un qui voyait mon travail comme précieux et intéressant, plutôt que comme un joli passe-temps. L'équipe d'Havre Créatif devenait comme une seconde famille, liée par notre engagement commun à faire un travail qui avait du sens. Nous avons instauré les vendredis de l'innovation, où n'importe qui pouvait proposer des projets expérimentaux ou de nouvelles approches pour les défis des clients. L'énergie dans le bureau était électrique. Les gens restaient tard, non pas par obligation, mais parce qu'ils étaient sincèrement passionnés par ce qu'ils créaient. Un soir, alors que je fermais le bureau après une journée particulièrement productive, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pensé à l'opinion de papa sur mon travail. La blessure de ses paroles à la fête s'était estompée, remplacée par la satisfaction quotidienne de construire quelque chose en quoi je croyais. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Je viens de voir l'article sur notre campagne pour l'hôpital pour enfants. Ma mère est si fière qu'elle le montre à tout le monde à son club de lecture. Merci de m'avoir donné la chance de travailler sur quelque chose qui compte. Ce message valait plus pour moi que n'importe quelle approbation familiale ne pourrait jamais l'être. L'appel est arrivé un mardi matin, exactement 1 an après la fête de départ de papa. J'étais en pleine présentation client lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec insistance. Le nom de Michel n'arrêtait pas d'apparaître sur l'écran, ce qui était inhabituel car il savait que j'étais en réunion toute la matinée. Quand je l'ai finalement rappelé pendant le déjeuner, sa voix était tendue. « Hélène, il faut qu'on parle. Tu peux me retrouver après le travail ?» Il n'a pas voulu me dire ce qui n'allait pas au téléphone, alors j'ai passé le reste de la journée à m'inquiéter de diverses catastrophes. Était-il arrivé quelque chose à maman? Papa était-il malade? L'entreprise familiale s'était-elle effondrée sous la direction de Michel? Nous nous sommes retrouvés dans le même café où maman et moi nous étions réconciliés des mois plus tôt. Michel avait l'air épuisé, son apparence habituellement parfaite était froissée et stressée. Il a commandé un double expresso et en a bu la moitié avant de dire un mot. « Papa veut te voir », a-t-il finalement dit. J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Quoi ?» Il suit ta carrière, Hélène. Il est au courant des prix, des articles de magazines, des clients que tu décroches. Il a vu l'article dans Challenge sur Havre Créatif, l'une des agences de design à la croissance la plus rapide de la région. Je ne savais pas que papa prêtait attention à mon succès. L'idée qu'il ait suivi ma carrière à distance était à la fois surprenante et déstabilisante. « Qu'est-ce qu'il veut ?» ai-je demandé. Michel s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Il veut s'excuser. Et il veut discuter d'un partenariat potentiel entre Dubois Développement et Havre Créatif. L'ironie était presque comique. 1 an auparavant, papa m'avait publiquement humilié pour avoir refusé de rejoindre son entreprise. Maintenant, apparemment, il voulait engager mon entreprise en tant que prestataire externe. Ces excuses ne m'intéressent pas, ai-je dit, me surprenant par mon calme. Et un partenariat ne m'intéresse certainement pas. Écoute-le au moins, a plaidé Michel. Il a changé, Hélène. La retraite a été plus dure pour lui que quiconque ne l'imaginait. Il a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, à la famille, à ce qui compte vraiment. J'ai étudié le visage de mon frère, cherchant des signes
que c'était une autre tentative de me manipuler pour me ramener dans le giron familial. Mais Michel semblait sincèrement plein d'espoir, comme s'il croyait que cela pourrait être une chance de véritable guérison. « C'est maman qui l'a poussé à faire ça ?» ai-je demandé. En fait, non. C'était entièrement son idée. Il a mis des mois à trouver le courage de t'appeler. Malgré tout ce qui s'était passé, je me suis sentie curieuse de savoir ce que papa voulait dire. Non pas parce que j'avais encore besoin de son approbation, mais parce que je voulais comprendre comment il avait digéré les événements de l'année écoulée. « D'accord, » ai-je dit. « Mais on se voit en terrain neutre et ce sera une discussion purement professionnelle. Je ne suis pas intéressée par une thérapie familiale. Nous avons convenu de nous rencontrer au country club de papa le samedi matin suivant. J'ai choisi le club parce que c'était là que tout avait commencé. Et il y avait quelque chose de symboliquement approprié à retourner sur les lieux de notre confrontation initiale. Papa m'attendait dans la bibliothèque tranquille du club, semblant plus petit et plus fragile que dans mon souvenir. La retraite ne lui avait pas réussi. Il avait perdu du poids et avait développé une posture abattue qui semblait complètement étrangère à un homme qui avait passé 40 ans à projeter une confiance absolue. Il s'est levé quand je suis entrée dans la pièce et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés à travers un an de silence et de sentiments blessés. « Merci d'être venu », a-t-il dit finalement. Je me suis assise en face de lui, mais n'ai pas répondu. C'était sa réunion. Il pouvait mener la conversation. « Je te dois des excuses. » Il a commencé, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Ce que j'ai dit à la fête était cruel et injuste. Tu ne méritais pas ça. Surtout pas devant tous ces gens. C'étaient les excuses que j'avais voulues il y a un an. Mais les entendre maintenant semblait décevant. J'avais dépassé le besoin qu'il reconnaisse ses torts. J'ai lu des articles sur ton entreprise, a-t-il continué. Le travail que tu fais est impressionnant, vraiment impressionnant. Je ne le comprenais pas avant, mais je commence à voir qu'il y a différentes façons de mesurer le succès. J'ai attendu le « mais » qui suivait H, habituellement les rares compliments de papa. Au lieu de cela, il a sorti un dossier et l'a posé sur la table entre nous. Dubois Développement est en difficulté, a-t-il dit sans détour. Michel est un bon leader, mais l'entreprise doit évoluer pour rester compétitive. Notre marketing est dépassé, notre identité de marque est vieillotte, et nous perdons les jeunes clients au profit d'entreprises qui savent communiquer sur le marché moderne. Il a ouvert le dossier pour révéler des documents financiers, des études de marché et des analyses concurrentielles. C'était le genre de préparation minutieuse que j'attendais d'un homme d'affaires de son calibre. Je veux engager Havre Créatif pour refondre complètement l'image de Dubois Développement, a-t-il dit. Nouveau logo, nouveau site web, nouvelle stratégie marketing, tout. Ce serait le plus gros contrat de l'histoire de ton entreprise. L'offre était substantielle, pouvant potentiellement doubler le chiffre d'affaires annuel d'Havre Créatif en un seul projet. C'était aussi une validation professionnelle d'une manière que je n'avais pas anticipée. Papa ne m'offrait pas la charité ou des faveurs familiales. Il reconnaissait que mon entreprise pouvait résoudre des problèmes que la sienne ne pouvait pas. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi ne pas engager une des grandes agences que tu as toujours préférées ?» Papa est resté silencieux un moment, étudiant ses mains. « Parce que j'ai passé la dernière année à te regarder construire quelque chose de remarquable à partir de rien. Parce que j'ai réalisé que ma définition du succès était trop étroite. Et parce que je veux avoir la chance de travailler avec ma fille, même s'il m'a fallu trop de temps pour reconnaître son talent. » C'était la chose la plus proche d'un respect sincère que j'avais jamais entendu de sa part. Mais je n'étais pas prête à pardonner et à oublier, juste parce qu'il avait enfin découvert ma valeur professionnelle. « Ce sera strictement professionnel, » ai-je dit. « Havre Créatif traitera Dubois Développement comme n'importe quel autre client. Pas de réduction familiale, pas de traitement de faveur,
et aucune ingérence dans notre processus créatif. Je n'attendrai rien de moins, a-t-il répondu. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de la portée du travail, du calendrier et des attentes. C'était la première vraie conversation d'affaires que papa et moi ayons jamais eue, et j'ai été surprise de voir à quel point nous communiquions bien lorsque nous nous concentrions sur des questions professionnelles plutôt que personnelles. À la fin de la réunion, nous avions esquissé le cadre d'un projet de refonte de 6 mois qui mettrait en valeur les capacités d'Havre Créatif, tout en revitalisant potentiellement la position de Dubois Développement sur le marché. Alors que je rassemble mes affaires pour partir, papa a parlé une dernière fois. Hélène, je veux que tu saches que je suis fière de ce que tu as construit. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, cet homme qui avait tant façonné ma vie par ses attentes et ses déceptions. Il avait l'air sincèrement plein de remords. Plus que ça, il avait l'air d'avoir enfin compris quelque chose de fondamental sur qui j'étais. Merci, ai-je dit. Cela signifie quelque chose, même si ça ne change pas tout. Nous nous sommes serrés la main comme des partenaires commerciaux, ce qui, à bien des égards, était exactement ce que nous étions en train de devenir. Le projet Dubois Développement est devenu l'histoire à succès emblématique d'Havre Créatif. Nous avons complètement réimaginé leur identité de marque, créant une image moderne et sophistiquée qui honorait leur héritage dans la construction tout en séduisant une clientèle contemporaine, reine. Le nouveau site web a augmenté leur génération de prospects de 40% au premier trimestre et leur support marketing mis à jour les ont aidés à remporter 3 projets majeurs pour lesquels ils étaient en compétition. Plus important encore, la collaboration a prouvé que papa et moi pouvions travailler ensemble professionnellement, même si notre relation personnelle restait compliquée. Il a respecté le processus créatif d'Havre Créatif et n'a pas interféré avec nos décisions stratégiques. Lorsqu'il avait des préoccupations ou des suggestions, il les communiquait par les canaux professionnels appropriés plutôt que par la pression familiale. Le succès du projet a mené à un travail de conseil continu avec Dubois Développement et a ouvert des portes à d'autres entreprises établies cherchant à moderniser leur image. La réputation d'Havre Créatif est passée de celle d'une agence locale prometteuse à celle d'un leader régional innovant, pratiquement du jour au lendemain. Mais le changement le plus significatif a été dans ma relation avec papa. Nous n'étions pas proches, et nous ne le serions probablement jamais au sens traditionnel père-fille. Mais nous avions trouvé un moyen de nous respecter en tant que professionnels, ce qui était plus que ce que j'avais cru possible 1 an plus tôt. Maman et moi avons déjeuné ensemble la semaine suivant le lancement du projet Dubois Développement. Elle avait l'air plus heureuse et plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. « Ton père est différent maintenant », dit-elle. La retraite a été dure pour lui, mais travailler avec toi sur ce projet lui a rappelé qu'il y a de nombreuses façons de contribuer au monde. Elle m'a raconté que papa avait commencé à faire du bénévolat pour une association qui construisait des logements abordables, utilisant son expertise en construction pour aider les familles qui ne pouvaient pas se permettre les prix du marché. C'était la première fois de sa carrière qu'il travaillait sur des projets motivés par l'impact social plutôt que par le profit. « Il parle de toi différemment maintenant », a-t-elle continué. Il parle du succès d'Havre Créatif avec une fierté sincère. Il a enfin réalisé que bâtir une entreprise et bâtir des immeubles requièrent dans les mêmes compétences fondamentales. J'étais contente que papa ait trouvé un but dans sa retraite, et j'étais même contente que notre collaboration professionnelle l'ait aidé à voir mon travail sous un nouveau jour. Mais j'avais appris à ne pas mesurer ma propre valeur à son approbation, ce qui faisait que son respect nouvellement acquis ressemblait à un bonus agréable plutôt qu'à un besoin désespéré comblé. Havre Créatif a continué de croître, s'agrandissant pour former une équipe de 12 designers, marketeurs et chefs de projet.
Nous avons déménagé dans un espace plus grand dans le Quemu. Quartier des Arts, un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds et des baies vitrées qui inondaient l'espace de lumière naturelle. Le nouveau bureau est devenu une destination pour d'autres professionnels de la création, accueillant des événements de réseautage et des ateliers de design qui ont renforcé nos liens au sein de la communauté d'affaires locale. J'ai commencé à donner des conférences sur l'entrepreneuriat et le développement d'entreprises créatives, partageant l'histoire de la croissance d'Havre Créatif, d'une opération freelance d'une seule personne à un leader régional en seulement 2 ans. Le récit du conflit familial et de la reconnaissance professionnelle finale a trouvé un écho auprès d'autres entrepreneurs qui avaient choisi des chemins non conventionnels. Mais la partie la plus gratifiante du succès d'Havre Créatif était de voir les membres de notre équipe développer leur propre carrière et voie créative. Sarah y a été promue designer senior et dirigeait de grands projets clients avec la même passion et innovation qu'elle avait apporté le premier jour. 2 de nos autres designers avaient lancé leur propre pratique freelance en parallèle, utilisant les compétences et la confiance qu'ils avaient développées en travaillant à Havre Créatif. Jacques et moi avions emménagé ensemble, créant une vie qui équilibrait nos poursuites créatives individuelles avec des objectifs et des expériences partagées. Il avait commencé à photographier nos projets terminés, créant un portfolio qui mettait en valeur à la fois ses compétences techniques et l'impact du design d'Havre Créatif. Notre collaboration professionnelle avait renforcé notre relation personnelle, prouvant que 2 personnes créatives pouvaient soutenir le travail de l'autre sans se faire concurrence ou compromettre leurs visions individuelles. Un soir, alors que je vérifiais les épreuves de notre dernière présentation client, j'ai réalisé que j'avais construit exactement la vie dont je rêvais pendant ces dîners dominicaux solitaires chez mes parents. Je faisais un travail qui me mettait au défi et m'épanouissait. Je dirigeais une équipe de personnes qui partageaient mes valeurs et je contribuais à ma communauté de manière significative. L'appel téléphonique qui avait tout déclenché, l'humiliation publique de papa à sa fête de retraite, avait finalement été le catalyseur de la meilleure année de ma vie professionnelle. Sa tentative de me faire honte pour me conformer s'était retournée contre lui de façon spectaculaire, me poussant à prouver ma valeur selon mes propres termes plutôt que les siens. Mais plus que le succès professionnel, j'avais gagné quelque chose d'encore plus précieux. La confiance inébranlable qui vient du fait de savoir que vous pouvez survivre au pire que votre famille puisse vous infliger et toujours prospérer. Les mots de papa m'avaient mis blessée, mais ils ne m'avaient pas détruite. Au contraire, ils m'avaient libérée de l'effort épuisant d'essayer d'obtenir une approbation qui n'avait jamais été vraiment disponible. J'étais enfin complètement, authentiquement moi-même. 2 ans après cette fête de retraite dévastatrice, je me tenais devant 500 chefs d'entreprise pour accepter le prix du jeune entrepreneur de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. La cérémonie avait lieu dans le même country club où papa m'avait traité de honte, et l'ironie n'a échappé à personne ayant assisté aux 2 événements. Dans mon discours de remerciement, j'ai parlé de l'importance de définir le succès selon ses propres termes et du courage nécessaire pour suivre une voie que les autres ne comprennent pas. Je n'ai pas mentionné le drame familial qui avait catalysé mon parcours, mais beaucoup de gens dans l'assistance connaissaient les listes, et comprenaient le sous-entendu de mes paroles. Papa était dans le public. Il avait été invité en tant que dirigeant d'entreprise distingué et membre de longue date de la Chambre, mais je soupçonnais qu'il était aussi venu spécifiquement pour me soutenir. Quand nos regards se sont croisés pendant mon discours, il a hoché légèrement la tête, un geste de reconnaissance et peut-être même d'approbation. Après la cérémonie, pendant la réception, plusieurs personnes m'ont approché avec leurs propres histoires d'attente familiale et de rébellion professionnelle. Un jeune avocat m'a parlé de son départ du cabinet de son père pour créer un cabinet axé sur le droit de l'immigration.
Une médecin a partagé son expérience du passage de la chirurgie à la santé communautaire, malgré la déception de ses parents. Un entrepreneur de la tech a décrit les années de pression familiale pour qu'il rejoigne l'armée au lieu de créer des entreprises de logiciels. Ces conversations m'ont rappelé que mon expérience n'était pas unique. Des familles du monde entier sont aux prises avec la tension entre la tradition et l'innovation, entre l'honneur du passé et l'adoption de l'avenir. La différence était que la plupart de ces conflits se déroulaient à huis clos, tandis que le mien s'était joué devant 200 témoins. Vers la fin de la soirée, papa s'est approché de moi au bar où je célébrais avec l'équipe d'Havre Créatif. « Félicitations », a-t-il dit simplement. « Tu l'as mérité. » Nous avons parlé quelques minutes du prix, des affaires et des tendances du secteur. C'était une conversation normale entre deux professionnels qui se trouvaient partager le même ADN sans le courant sous-jacent de tension qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Alors qu'il partait, papa s'est retourné vers moi une dernière fois. « Tu sais, j'avais tort sur ce que j'ai dit cette nuit-là. Tu n'es pas une honte pour cette famille. Tu en es probablement la meilleure chose. » C'étaient les excuses que j'avais eu besoin d'entendre, livrées sans fanfare ni attente de réponse. Je l'ai regardé s'éloigner, cet homme qui avait tant façonné mon identité par son approbation et sa désapprobation, et j'ai réalisé que son opinion n'avait plus le pouvoir de définir ma propre valeur. Mais c'était agréable d'avoir enfin son respect. Les mois qui ont suivi ont apporté une croissance continue pour Havre Créatif et une guérison plus profonde dans mes relations familiales. Maman et moi avons établi une nouvelle tradition de visite mensuelle de galeries d'art, où nous pouvions nous connecter autour d'intérêts esthétiques partagés plutôt que d'obligations familiales. Michel et moi avons maintenu nos rendez-vous café, mais nos conversations avaient évolué du contrôle des dégâts à une véritable amitié. Il avait commencé à prendre des cours de photographie et avait me réaliser quelques petites prises de vue commerciales pour la documentation des projets de Dubois Développement. Le voir découvrir ses propres talents créatifs me rappelait mes débuts à expérimenter avec les logiciels de design, ce sentiment de trouver un langage qui semblait naturel et excitant. Je pense à prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions. Peut-être passer à un rôle de président du conseil d'administration pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de la gestion quotidienne. C'était une idée radicale pour quelqu'un qui avait été préparé au leadership depuis l'enfance. Mais Michel découvrait qu'un leadership efficace signifiait parfois savoir quand déléguer l'autorité à des personnes mieux adaptées à des rôles spécifiques. La conversation m'a rappelé une décision difficile que j'envisageais pour Havre Créatif. L'entreprise avait atteint un point où je passais plus de temps sur l'administration et moins de temps sur le travail de design lui-même. Nous avions besoin d'un directeur général dédié qui pourrait gérer les opérations pendant que je me concentrais sur la direction créative et le développement commercial. C'était le genre de délégation que les chefs d'entreprise prospères devaient finalement maîtriser. Mais cela exigeait de lâcher le contrôle d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Comme papa, apprenant à faire confiance à Michel pour la direction de Dubois Développement, je devais apprendre à faire confiance à d'autres personnes pour des aspects de l'entreprise que j'avais bâtis à partir de rien. La candidate que nous avons finalement embauchée était Patricia Chen, titulaire d'un MBA avec une expérience dans la gestion d'agences créatives et une véritable appréciation de l'excellence en design. Elle a apporté l'expertise opérationnelle dont Havre Créatif avait besoin, tout en respectant la culture créative que nous avions mis tant d'efforts à établir. Sa première initiative majeure a été de mettre en place des systèmes qui nous ont permis de prendre des projets plus grands et plus complexes sans sacrifier l'attention personnelle qui était devenue notre signature. En 6 mois, nous avons doublé notre capacité de projet, tout en maintenant les normes de qualité qui avaient bâti notre réputation. Jacques m'a demandé en mariage cet automne-là
dans le bureau d'Havre Créatif, après les heures de travail, entourés par le travail qui nous avait réunis et l'espace où nous avions tous deux découvert nos voies professionnelles. La bague était simple et élégante, conçue par une artiste joaillière locale dont nous avions créé l'identité de marque l'année précédente. Nous avons planifié un petit mariage axé sur la célébration de notre partenariat, plutôt que sur la satisfaction des attentes sociales. La liste des invités comprenait nos familles, l'équipe d'Havre Créatif et les clients et collaborateurs qui étaient devenus de véritables amis. C'était exactement le genre de célébration que nous voulions, personnelle, significative et authentique, à ce que nous étions en tant qu'individus et en tant que couple. Papa a proposé de payer pour le mariage. Un geste qui a surpris tout le monde, y compris lui. Je l'ai remercié, mais j'ai décliné, expliquant que Jacques et moi voulions créer un événement qui reflétait nos propres valeurs et préférences esthétiques. Il a compris et j'ai apprécié qu'il ait fait l'offre sans aucune condition. Le mariage a eu lieu dans le jardin des sculptures derrière le musée d'art, l'équipe d'Havre Créatif s'occupant de tous les éléments de design, des invitations à la signalisation. C'était une vitrine de notre travail et une célébration de la communauté créative que nous avions bâtie ensemble. Pendant la réception, tante Suzanne a porté un toast qui a parfaitement résumé le chemin parcouru par notre famille. Il y a 3 ans, Hélène s'est levée à la fête de retraite de son père et a déclaré son indépendance vis-à-vis des attentes familiales. Ce soir, nous célébrons non seulement son mariage, mais aussi le succès qui découle du courage de définir sa propre voie. Elle nous a tous montré que l'amour n'exige pas la conformité et que le soutien n'exige pas l'accord. J'ai regardé autour de moi dans la salle, ma famille, mon équipe, mes amis et mon nouveau mari. Tous réunis pour célébrer une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Papa était à une table avec maman et Michel, semblant sincèrement heureux, peut-être pour la première fois depuis que je le connaissais en tant qu'adulte. Il avait appris à être fier d'un succès qui était différent du sien, et j'avais appris que son approbation, bien qu'agréable à avoir, n'était pas nécessaire à mon bonheur. La soirée ressemblait à la conclusion d'une histoire qui avait commencé par la honte et le rejet, mais qui avait finalement conduit à la liberté et à l'authenticité. J'avais perdu l'approbation inconditionnelle de ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Une confiance inébranlable en ma propre valeur et mes capacités. Alors que Jacques et moi quittions la réception, j'ai pensé à la femme qui était sortie de la fête de retraite de papa 2 ans plus tôt. Elle était en colère, blessée et incertaine quant à l'avenir. La femme qui quittait cette célébration n'était rien de tout cela. Elle était confiante, accomplie et entourée de gens qui l'appréciaient exactement telle qu'elle était. Parfois, le plus grand cadeau que votre famille puisse vous faire est de vous montrer que vous n'avez pas besoin de son approbation pour être entier. Parfois, être rejeté par les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement est en fait la poussée. C'est dont vous avez besoin pour découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir. J'avais commencé cette terrible soirée en pensant que je perdais tout ce qui comptait. J'avais fini par gagner tout ce dont j'avais réellement besoin. Avez-vous déjà dû choisir entre l'approbation familiale et l'authenticité personnelle? J'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la recherche de sa propre voie. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de décevoir les gens pour être fidèle à soi-même. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, les moments les plus douloureux de notre vie sont en fait le début de nos plus grands triomphes. D'ici la prochaine fois, continuez à construire la vie qui vous rend fier, peu importe qui la comprend.